Merci. Bonjour à tous et donc merci bien pour cette invitation, cette opportunité de pouvoir vous présenter notamment quelques résultats en cours assez récents sur le séisme d'Utel, dont je pense vous avez à peu près tous entendu parler et dont on va continuer à entendre parler dans la mesure où une grande partie de la communauté scientifique va continuer à travailler sur ce séisme, probablement pendant pas mal d'années avec de beaux projets qui sont en train de se monter. Le sujet était au départ un petit peu ambitieux. Du coup, je pense que je vais beaucoup focaliser sur le séisme d'Utel et prendre un petit peu de temps à la fin pour vous parler d'approches sur lesquelles je travaille, qui consistent à essayer de déterminer rapidement et de manière automatique les paramètres de la source des séismes où qu'ils se produisent, avec des approches spécifiques. Alors, en fait, sur cette figure, elle a résumé un petit peu les différents points que je vais aborder. Donc, le problème de la localisation de la source du séisme à partir des stations sismologiques locales ou régionales, qui, dans le cas du séisme d'Utel, pose un certain nombre de difficultés que je vais aborder. La question donc, du mécanisme au foyer, excusez-moi, la question du mécanisme au foyer, qui, donc classiquement, depuis longtemps, était déterminé par des méthodes de polarité de longue P, mais qui de plus en plus maintenant est calculé par des approches de modélisation des formes d'ondes. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il y a derrière ces deux approches et puis ce que ça donne pour le séisme d'Utel. Et puis, pour aller un peu plus loin, aborder les questions de sources de modèles, des modèles de sources étendues qui donnent accès à la distribution du glissement. Alors, je ne vous parlerai pas de la distribution du glissement du séisme d'Utel, bien que je sois en train de travailler dessus, mais c'est vraiment trop récent. Par contre, je vous présenterai les méthodologies sur un cas particulier d'un séisme de plus grande magnitude, ce qui est fait en général. Alors, je vais commencer directement par le focus sur le séisme d'Utel, qui s'est produit le 11 novembre 2019 de magnitude. Alors, les estimations de magnitude ont varié, bien sûr, suivant le type de magnitude, mais la magnitude de moment s'est stabilisée autour de 4,9 par la plupart des études. Alors, le séisme d'Utel, là, c'est une diapositive de présentation un petit peu de ce qui a de paramètres importants qui ont été déterminés par divers collègues et qui ont été en partie, qui ont été d'ailleurs déjà publiés, notamment par une implication importante des équipes de Montpellier. Donc le séisme d'Utel, je pense que vous le savez à peu près tout, donc s'est produit sur la faille de la Rouvière qui appartient au système de faille des Cévennes, donc dans une région bordure du Massif central et puis de l'autre côté des zones, on rentrait dans le domaine subalpin. Alors, la faille, vous avez ici en rouge les traces de surface la zone de traces de surface qui ont été observées sur le terrain, correspondant aux photographies qui sont montrées ici, sur lesquelles on voit des décalages centimétriques correspondant à un mouvement de faille compressif de jeu inverse. Et assez rapidement également, après l'occurrence du séisme, de premiers interférogrammes ont pu être calculés à partir notamment des satellites Sentinelle de l'ESA, qui ont permis à des collègues, notamment Romain Jolivet et collaborateurs, qui ont été publiés dans ce papier, de produire une première carte de glissement de ce séisme et de bien montrer donc, que la faille avait fonctionné en faille inverse avec une montée du comportement sud-est et une descente du comportement nord-ouest, en bon accord avec ce qui a été observé également sur le terrain au niveau des traces de surface. Par contre, la localisation précise, notamment, c'est un point sur lequel je vais passer un peu de temps, la localisation précise à la fois de l'épicentre et de l'hypocentre du séisme est restée longtemps imprécise, assez mal définie, et encore à l'heure actuelle, on va voir qu'on a un petit peu de mal à bien préciser à quel endroit en fait a commencé la rupture. Puisque quand on dispose d'une carte de glissement comme celle qui a été déterminée à partir de l'INSAR, si on veut savoir comment s'est produite la propagation, dans quelle direction s'est propagée la rupture,
notamment c'est important pour savoir quels ont pu être les effets de directivité qui peuvent moduler l'impact du séisme tout autour, eh bien, il faut savoir où est le point d'initiation de la rupture. Et vous voyez, en fait, sur cette carte, il n'est pas représenté parce qu'au moment où cette carte a été publiée, l'hypocentre du séisme était mal défini. Donc, le point que j'aborde maintenant, c'est celui de la difficulté de localiser un choc principal, d'une manière générale, mais en particulier pour le séisme du Tel, en l'absence de stations très proches. En général, donc, les chocs principaux des séismes, sauf cas particuliers, sont déterminés à partir des réseaux de stations permanentes, qui en général ne sont pas forcément très denses à l'endroit où se produit le choc principal. Et le réseau est ensuite généralement, si le séisme est d'intérêt, densifié en période post-sismique par l'installation de stations temporaires. Alors, une question associée, c'est notamment pourquoi est-ce que le séisme du Tel a-t-il été localisé plusieurs kilomètres du mauvais côté de la faille dans les heures qui ont suivi son occurrence? Et donc ça, c'est lié au fait que, on va le voir, que le séisme était localisé le jour du séisme, donc avec les stations sismologiques permanentes qui étaient disponibles en temps réel, c'est-à-dire qui fournissent leurs données au centre de données et qu'on peut récupérer très rapidement. Bertrand, excuse-moi de te couper, il y a plusieurs collègues qui n'entendent pas très bien, donc si tu peux parler juste un tout petit peu plus fort, ça serait top. Entendu. Donc j'essaie Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc ici sur cette carte, la représentation des différents épicentres qui ont été fournis par différents organismes du séisme du Tel dans le jour ou les 2-3 jours qui ont suivi le séisme. Et avoir, surtout ici au niveau d'un zoom sur la carte, la position des épicentres relativement à la position des ruptures de surface qui ont été observées. On voit que tous les épicentres sont localisés à l'ouest ou au nord-ouest de la rupture en surface. Et oui, au passage, donc ici, les stations permanentes du réseau permanent, en grande partie le réseau RESIF français, avec la station la plus proche qui est en fait située déjà à 33 km de la zone épicentrale supposée. Alors, on retrouve ici la carte du zoom précédent avec cette fois-ci en blanc la zone de rupture, les traces de rupture en surface. Ici, un zoom sur l'interférogramme, le premier interférogramme SAR qui a été produit 2 jours après le séisme, montrant très clairement donc, le soulèvement de ce bloc et l'affaissement de ce bloc-ci. Qui, combiné donc aux mécanismes au foyer qui ont été publiés dans le jour même ou les jours suivants, et ici compilés sur le site du CSEM, implique que le mouvement de faille est associé à un jeu de faille inverse sur une faille à pondage sud-est. Seule possibilité pour faire monter le bloc au sud-est du côté sud-est de la faille, avec un mécanisme inverse, c'est d'avoir une faille à plongement vers le sud-est. Du coup, tous les épicentres sont clairement localisés du mauvais côté de la faille. Avec, donc ici, on a à peu près une dizaine de kilomètres, donc ils sont localisés entre quelques kilomètres et 7-8 kilomètres trop loin du mauvais côté. Représenté ici sur une coupe perpendiculaire à la faille, nord-ouest-sud-est, ici, les pendages possibles pour la faille à partir des informations disponibles au niveau des mécanismes au foyer et des modélisations de l'INSAR, avec un pendage qu'on peut estimer, suivant les différentes études, avec une certaine incertitude entre 40 et 65 degrés vers le sud-est. La position en surface, ici, des différents épicentres, on voit bien qu'ils sont incompatibles avec la géométrie de la faille. Alors, dans un premier temps, j'ai essayé de voir avec des outils qui me sont propres de localisation, avec des méthodes d'exploration non linéaire des hypocentres, de vérifier si effectivement avec le réseau permanent, on retrouve effectivement un épicentre qui est localisé du mauvais côté de la faille. Donc là, je vous représente ici le réseau de stations permanentes disponibles le jour du séisme, avec ici un zoom où on retrouve la station la plus proche qui est au GDF, localisée à 33 km de
de l'épicentre. Alors, généralement, dans les approches de localisation hypocentrale, si on a des stations qui vont jusqu'à des grandes distances, on applique un poids décroissant au temps d'arrivée P et S qui soit fonction de la distance pour donner plus de poids aux stations proches et moins de poids aux stations lointaines. Et souvent, on met une limite également pour, ici la limite est à 250 km, c'est-à-dire que les stations qui sont au-delà ne sont pas prises en compte dans la localisation. Par contre, il est important de garder et de pointer et d'analyser notamment le début de l'onde P à des stations éventuellement plus lointaines pour déterminer le mécanisme au foyer. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai fait des traits sur mon écran, je ne sais pas si vous les voyez. Alors, je vous présente brièvement la méthodologie là, que je vais employer à la fois pour essayer de retrouver le fait que les hypocentres sont localisés du mauvais côté de la faille, et puis qui vont me servir également pour élaborer des tests synthétiques pour essayer de comprendre pourquoi. Alors, il s'agit d'un algorithme d'inversion non linéaire qui combine une recherche sur grille et un recuit simulé. L'idée, donc, c'est vraiment d'explorer l'espace des solutions possibles pour pouvoir cartographier les hypocentres, les solutions hypocentrales. Mais les temps d'arrivée théoriques et les résidus sont calculés avec un programme classique, donc, qui est le programme hypo-inverse 2000. Alors, on est dans une zone où la structure de vitesse donc à l'échelle régionale n'est pas forcément bien connue. Et afin de s'affranchir, ou de prendre en compte la méconnaissance sur le modèle de vitesse de propagation des ondes, ce qui est fait ici, c'est de tester toute une gamme de modèles de vitesse pour la croûte, de façon à incorporer l'incertitude sur le modèle de vitesse dans les localisations. Alors, le modèle de croûte est représenté par un modèle de vitesse sismique à gradient, où la vitesse de l'onde P varie entre une vitesse au sommet de la croûte et une vitesse à la base de la croûte, avec une augmentation linéaire de la vitesse des ondes sismiques. Le rapport Vp sur Vs est constant dans la croûte, un mot à 30 km et une vitesse de 7,9 km par seconde dans le manteau. Et ce qui est fait, donc, pour prendre en compte la méconnaissance du milieu de vitesse dans la croûte, c'est de faire varier la vitesse au sommet de la croûte, la vitesse à la base, donc, qui définissent différents gradients de vitesse dans la croûte, et également faire varier le rapport Vp sur Vs, donc à des valeurs incrémentées, des valeurs discrètes, de façon à faire une combinaison au total de 80 modèles de vitesse qui vont être testés. Alors, au passage, un avantage de travailler avec un modèle à gradient, c'est de produire des raies sismiques donc, qui vont être courbées dans la croûte, à partir d'une certaine distance notamment. Et le fait de travailler avec un gradient de vitesse va produire une stabilité des raies sismiques qui est bien plus favorable pour la détermination du mécanisme au foyer par polarité. En effet, quand on travaille avec des modèles à couches, on va avoir, suivant la position relative du foyer et les interfaces de couches, des possibles réfractés ou des ondes directes qui sont vraiment très dépendantes du choix que l'on a sur la position des interfaces. Et ça peut produire des instabilités dans le calcul du mécanisme au foyer. Alors, ce que je vous représente ici, c'est l'ensemble des solutions hypocentrales qui ont été trouvées par la méthode d'exploration non linéaire pour les paramètres du mécanisme au foyer que sont la latitude de l'hypocentre, sa longitude et sa profondeur. En fonction de la RMS, donc, qui est l'évaluation de l'écart quadratique moyen entre les temps d'arrivée des ondes PS observées et calculées. Et donc, les meilleures solutions ici sont celles pour des RMS les plus faibles possibles. Et puis, un seuil est défini pour sélectionner les meilleures solutions, c'est-à-dire ne pas montrer uniquement un épicentre ou un hypocentre correspondant à la toute meilleure solution, mais cartographier toutes les solutions qui ont des ajustements des temps d'arrivée assez proches, de façon à se rendre compte de la variabilité des solutions. Donc, sur les cartes suivantes, toutes les solutions qui sont sous le trait rouge, donc sous un seuil de valeur de RMS, vont être représentées. Donc voilà, c'est ce qui est fait ici. Donc voilà toutes les solutions hypocentrales localisées avec le réseau permanent, et on voit qu'effectivement, elles sont toutes localisées du côté ouest ou nord-ouest de la trace de la rupture en surface, c'est-à-dire du mauvais côté de la faille.
représentée sur la coupe perpendiculaire à la faille, donc une coupe dans cette direction-là, avec le nord-ouest et ici et le sud-est là, avec le pendage, les pendages possibles pour la faille, donc vers le sud-est, entre 40 et 65 degrés. On voit que tous les hypocentres sont incompatibles avec la géométrie de la faille. Alors, partant de ce constat, on peut se poser la question de l'origine de cette erreur de localisation. Une première possibilité, c'est que cette erreur de localisation soit liée à la configuration du réseau de stations permanentes, qui a la particularité d'être beaucoup plus dense au sud-est. Donc, c'est parce que le réseau est très dense historiquement au niveau des Alpes, et beaucoup moins dense du côté ouest. Alors, est-ce que c'est cette hétérogénéité dans le réseau sismologique qui est à l'origine de ce biais de localisation ou pas? Autre possibilité qui est illustrée sur ce diagramme-là, qui montre l'effet théorique d'un contraste latéral de vitesse qui engendre une localisation décalée des hypocentres. Alors, sur ce schéma, donc, qui est une courbe verticale, correspond associée à une faille qui serait verticale, séparant deux milieux de vitesses d'ondes sismiques réelles différentes, avec des vitesses plus lentes, ici du côté 1, côté gauche, et des vitesses plus rapides du côté droit. Et puis deux stations qui vont enregistrer les ondes et qui vont être utilisées pour la localisation de l'hypocentre. Si on utilise une vitesse avec un modèle de propagation des ondes avec une vitesse V0 qui est intermédiaire entre... Pardon? Si on utilise une vitesse V0 intermédiaire entre les vitesses V1 et V2, eh bien, le contraste de vitesse va produire en fait une localisation des hypocentres qui sont décalés du côté de la station 2, c'est-à-dire du côté du bloc où la vitesse est plus rapide. En effet, étant donné que la vitesse est plus rapide, les vrais temps de trajet ici sont plus courts à la station 2 qu'à la station 1, puisque la vitesse V2 est plus grande. Et donc, si on localise avec une vitesse sismique V0 qui est intermédiaire, donc qui est plus lente que la vitesse 2, la seule façon de compenser ce temps rapide, c'est de placer l'hypocentre plus près de la station 2. Donc, tous les hypocentres vont être décalés du côté de la station qui est dans le bloc où la vitesse est plus rapide. Donc, une possibilité, c'est que on ait dans la réalité une hétérogénéité possiblement latérale de vitesse dans notre zone qui produirait ce décalage systématique. Alors, pour répondre à cette question, je vais effectuer deux tests synthétiques, nommés numéro 1 et numéro 2, avec ici le premier, effectué sans variation latérale de vitesse sismique dans le milieu, de façon à tester vraiment uniquement l'effet de la configuration du réseau, notamment le fait d'avoir beaucoup plus de stations au niveau des Alpes que du côté du Massif central. Donc, le principe, c'est de générer des temps d'arrivée théoriques pour les ondes P et les ondes S, qui sont calculés avec un épicentre qui est bien placé, qui est du bon côté de la faille, avec un modèle de vitesse unique qui ne varie pas ni à l'ouest ni à l'est, mais qui est légèrement différent de ceux qui sont explorés par l'inversion, de façon à ne pas tomber dans un cas absolument complètement défini du point de vue théorique. Les stations sont les mêmes, c'est le même réseau que celui qui a localisé le séisme du Teil. Il y a du bruit qui est ajouté sur les temps d'arrivée, et puis l'inversion est réalisée exactement dans les mêmes conditions, avec la même procédure que pour les données réelles. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce schéma-là, c'est le même principe que tout à l'heure. Donc, on va regarder la distribution géographique des hypocentres correspondant à ce cas de figure. Et ce que l'on voit, c'est que cette fois, les hypocentres, en l'absence de variation latérale des vitesses, sont localisés majoritairement du bon côté de la faille. Et on voit en coupe avec un certain nombre d'hypocentres qui sont compatibles avec la géométrie et le pendage de la faille. Donc, la conclusion que l'on peut en tirer, c'est qu'a priori, il n'y a pas un biais, au moins au premier ordre, qui soit lié à la configuration du réseau seul. Peut-être combiné à autre chose, mais en tout cas, pas seulement à l'hétérogénéité du réseau. Ça ne suffit pas pour expliquer pourquoi les localisations du séisme du Teil ont été toutes localisées vers l'ouest. Alors,
deuxième test, cette fois-ci toujours test synthétique, dans lequel on va introduire une variation latérale du modèle de vitesse pour générer les temps théoriques d'arrivée des ondes, qui vont ensuite être inversés. En particulier, dans toutes les stations qui sont dans le quart sud-est de la France, alors par rapport au tel, c'est en gros toutes les stations qui sont à l'est, notamment dans le domaine alpin, on va leur attribuer, pour calculer les temps théoriques d'arrivée des ondes, un modèle de vitesse un peu plus lent, avec une vitesse au sommet plus lente, puisqu'on a vu qu'on s'attend, le petit schéma théorique nous indique que les épicentres, les hypocentres devraient être décalés du côté de la vitesse plus rapide. Donc, comme ils sont décalés du côté du massif central, on pourrait en déduire, en tout cas c'est attesté, que la vitesse des ondes sismiques soit plus rapide dans le massif central que dans le domaine alpin. Donc le modèle de vitesse dans le domaine alpin ici a des vitesses réduites, un rapport VP sur VS un peu plus élevé. Ça, c'est parce que par d'autres types d'études, on avait observé que les ondes S avaient tendance à être plutôt retardées dans les stations du sud-est de la France pour le séisme du Teil. Et puis, assez logiquement, pourquoi pas, tester un mot un peu plus profond dans le domaine alpin, étant donné la présence de la racine crustale. Donc, globalement, un modèle plus lent et un modèle plus profond pour ces stations du côté est. Tout le reste étant identique au cas précédent. Donc, je vous passe sur ce schéma-là. Voyons tout de suite la répartition des stations. Et là, on a très clairement un décalage de toutes les solutions hypocentrales. Toutes les meilleures solutions hypocentrales sont décalées du côté ouest. On le voit ici aussi en coupe par rapport à la géométrie de la faille. Donc, du côté du modèle plus rapide, massif central par rapport au modèle alpin plus à l'est qui est plus lent. Alors, on a même un décalage qui est plus important que ce qu'on a pu obtenir avec les données réelles, peut-être dû au fait que le contraste de vitesse est un peu trop élevé dans ce qui a été défini du niveau pour générer les temps d'arrivée théoriques. Mais c'est clairement, on voit très clairement l'effet du contraste latéral de vitesse. Alors, quelques éléments de conclusion sur cette première partie. Vous considérez qu'il est probable que le décalage de plusieurs kilomètres vers l'ouest des épicentres qui ont été déterminés en routine avec les stations permanentes qui étaient disponibles le jour du séisme soit lié à un contraste de vitesse latéral, possiblement donc entre le massif central à l'ouest avec des vitesses plus rapides et des vitesses plus lentes dans le domaine subalpin à alpin du côté est. Alors, c'est probablement pas suffisant pour vraiment prouver que ce soit vraiment ce qui se passe. C'est une première indication. Pour aller plus loin, et mieux quantifier cela, il faudrait certainement analyser d'autres événements. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup de taille suffisante pour être enregistré un grand nombre de stations dans la région frontière entre ces deux secteurs, en gros le long de la vallée du Rhône. Il n'y a pas énormément de séismes dernièrement. Alors, deuxième point que je voudrais aborder, c'est ce que vont apporter les stations temporaires, notamment les stations post-sismiques, qui ont été installées par les différentes équipes françaises sur le terrain, mais également l'apport d'autres stations qui n'étaient pas disponibles au moment du séisme, mais qui étaient installées déjà sur le terrain. Donc, il y avait des stations du projet Alperet, des stations qui ont été mises à disposition également par EDF ou par l'IRSN. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va tirer parti du fait qu'il y a une réplique. On va utiliser une réplique qui a été très bien enregistrée notamment par les stations post-sismiques, pour voir si on peut l'utiliser pour relocaliser et pour corriger la localisation du choc principal. Alors, on va utiliser une réplique qui s'est produite le 23 novembre, donc 12 jours après le choc principal, une magnitude de 2,4, donc c'est vraiment faible. Mais il faut savoir qu'il y a eu très peu ce séisme du Teil a produit très peu de répliques avec elles sont de faible magnitude. Alors, représenter ici la carte des stations temporaires donc, que j'ai sélectionnées, qui sont en fait les plus proches de la zone de rupture. Alors, j'ai oublié de mentionner tout à l'heure qu'en grisé ici, un peu plus clair, donc c'est la carrière de Lafarge qui est représentée. Toujours ici, la trace des ruptures en surface.
Donc, toutes ces stations-là sont localisées dans un rayon de moins de 4 km. Donc, on est dans des conditions beaucoup plus favorables pour localiser avec une plus grande précision la réplique que le choc principal. Évidemment, aucune de ces stations n'a enregistré le choc principal puisqu'elles ont été installées après. Alors, juste si on voit ce que donne la distribution des solutions en fonction de leur erreur d'ajustement des temps d'arrivée, on voit qu'on obtient des solutions assez pointues, c'est-à-dire avec des localisations qui sont bien définies, comme on pouvait s'y attendre, avec des stations beaucoup plus proches qui entourent bien le foyer. Alors, voici représenté ici, sous forme cartographique, les meilleures solutions pour l'épicentre de la réplique, représentées en coupe ici, et avec surligné en couleur verte, donc l'ensemble des épicentres ou hypocentres qui sont compatibles avec le pendage de la faille. En gros, c'est à peu près tous ici. Donc, la localisation de cette réplique là, donc, est compatible avec la géométrie de la faille. Alors, ce n'était pas obligatoire, enfin, ce n'était pas forcément le cas dans la mesure où une réplique peut se produire sur une faille secondaire qui n'est pas forcément le plan principal du choc principal. Mais ici, sans que ce soit le cas, enfin, c'est possiblement le cas, puisque sa localisation semble compatible avec la géométrie du choc principal. Alors, ce à quoi on s'attend, c'est qu'avec des stations proches, la localisation devient beaucoup moins sensible à la méconnaissance du milieu de propagation des ondes. Donc là, on s'affranchit un petit peu du problème d'indétermination des vitesses sismiques. Bien, donc si on veut revenir au choc principal, on est obligé de rebasculer sur les stations communes, c'est-à-dire sur les stations qui ont enregistré à la fois la réplique et le choc principal. Et malheureusement, on est obligé d'utiliser des stations qui sont plus lointaines. Alors, ici, représentées les 10 stations utilisées pour la réplique, qui sont les stations post-sismiques, dans un rayon de 4 km, qui sont toutes dans ce carré ici. Et si on veut trouver des stations les plus proches, mais qui ont enregistré les deux, le choc principal et la réplique, il faut aller chercher ces 3 stations, alors qui ne sont pas des stations du réseau permanent RESIF français, mais qui sont une station Alperet. C'est une station d'EDF qui est localisée près de la centrale nucléaire de Cruas. Et ici, c'est une station de l'IRSN qu'il avait installée sur le site de la centrale de Tricastin. Alors, ces 3 stations-là sont à des distances entre 7 et 18 km, ce qui est mieux quand même que les 33 km de distance minimale que l'on avait avec le réseau permanent. Et ce qui est beaucoup moins bien que le réseau de stations temporaires pour la réplique. Donc, le principe, c'est on va localiser maintenant le choc principal, pardon, dans un premier temps, la réplique avec les 3 stations qui sont communes avec le choc principal. On va voir dans quelle mesure la localisation de la réplique est perturbée par rapport à sa localisation, entre guillemets, idéale avec le réseau post-sismique. On va en déduire un biais de localisation qui va nous servir à corriger ensuite la localisation du choc principal. Alors, voici la distribution donc, des solutions latte, longe, profondeur en fonction de l'erreur sur les temps d'arrivée pour la localisation de la réplique, avec les 3 stations qui sont à distance intermédiaire. Alors, on voit qu'il n'y a aucun souci pour obtenir des résidus très faibles, mais ça ne veut absolument pas dire que la localisation est bien définie. On voit notamment une distribution très plate des solutions en longitude et en profondeur, traduisant le fait qu'on a une grosse indétermination en fait, sur la localisation de la réplique dès qu'on passe à ces 3 stations plus lointaines. Alors, c'est ce qu'on voit sur ce schéma représentant ici l'ensemble des meilleures solutions. On voit qu'elles se distribuent sur une zone est-ouest, localisée ici dans la partie on va dire un peu plutôt au sud de la zone de rupture, au sud de la carrière. Alors, sélectionner en vert ici des solutions qu'on voit en coupe ici, qui sont compatibles avec le pendage de la faille. Alors, d'une part, on voit que l'ensemble de ces solutions est affecté, enfin, il y a un couplage entre la localisation, notamment en longitude, et la profondeur des foyers. On voit une distribution très continue des hypocentres depuis, alors ici on est plutôt on est à l'est
ces solutions-là, elles sont très superficielles. Et quand on va vers les solutions qui sont plus à l'ouest, elles deviennent plus profondes. Donc, c'est un couplage ou un trade-off entre ces deux paramètres. Et donc, si on veut se limiter, identifier les solutions compatibles avec la faille, donc ce sont ces solutions-là qui sont surlignées en vert et qui sont situées ici, au sud de la carrière. Bien, maintenant, on va comparer les localisations. Donc, ça, c'est les localisations qu'on vient de voir avec les 3 stations relativement lointaines. Ça, c'est les localisations obtenues juste avant, considérées comme de référence ou plus vraies, disons, parce qu'elles ont été très bien contrôlées par les stations post-sismiques qui sont beaucoup plus proches. Et donc, on voit que quand on passe d'un réseau post-sismique avec une bonne localisation fiable à une localisation avec des 3 stations plus lointaines, eh bien, on a un décalage de la zone d'hypocentre compatible avec la géométrie de la faille qui se décale d'à peu près 1 km, qui est matérialisé par cette flèche rouge qu'on va appeler donc le biais de localisation. Donc, quelque part, si on localisait avec ces 3 stations, on voit qu'il faudrait déplacer les hypocentres compatibles avec la faille d'1 km vers le nord-ouest pour avoir une localisation compatible avec la vraie localisation, entre guillemets. On fait le même raisonnement ici au niveau de la courbe de profondeur. Donc, ça, c'était ce qu'on obtenait avec les 10 stations post-sismiques, donc une bonne localisation. Lorsqu'on localise avec les 3 stations plus lointaines, on voit qu'on obtient des hypocentres un peu plus profonds pour la partie qui est compatible avec la géométrie de la faille, et que si on veut corriger pour revenir à la position vraie, entre guillemets, eh bien, il faut se déplacer, remonter obliquement les hypocentres de cette flèche rouge. Donc, maintenant qu'on a identifié quel était l'effet de passer d'une localisation bien contrôlée à une localisation moins bien contrôlée avec les 3 stations de distance intermédiaire qui sont communes avec le choc principal, on va maintenant localiser le choc principal avec ces mêmes 3 stations et on va appliquer le biais de le décalage qu'on a identifié pour la réplique, on va l'appliquer au choc principal pour le corriger. Donc, je ne vous montre pas les graphes en fonction de la RMS, je vous montre directement la distribution géographique des meilleurs hypocentres pour le choc principal avec l'utilisation de ces 3 stations. On retrouve un phénomène tout à fait similaire au précédent pour la réplique, c'est-à-dire une zone de distribution allongée est-ouest des hypocentres, avec le même trade-off, un couplage entre la position en longitude et la profondeur. Donc, vous avez ici les 3 stations qui sont utilisées. Si on sélectionne mais alors, à la différence de ce qu'on avait au tout début avec le réseau permanent, avec la station la plus proche qui était à 33 km, vous vous souvenez, on trouvait que toutes les localisations toutes les meilleures solutions étaient toutes du côté ouest. Il n'y en avait aucune du bon côté de la faille. Cette fois-ci, en utilisant ces 3 stations qui sont un peu plus proches, au moins, on a des solutions possibles qui peuvent être compatibles avec la faille à pendage sud-est. En fait, ce sont les solutions qui sont surlignées en vert. Alors, il faut bien conserver ici à l'esprit que quand on va sélectionner ces solutions ici surlignées en verte, c'est qu'on prend en compte l'information indépendante sur le pendage de la faille. Si on se basait uniquement sur les critères d'ajustement des temps d'arrivée des ondes aux 3 stations, on n'aurait pas de raison de sélectionner des hypocentres parmi toute cette zone-là. Donc, on aurait une incertitude qui serait vraiment très importante. Donc, maintenant, considérant les hypocentres qui sont compatibles avec la géométrie de la faille, comme on avait fait pour la réplique, je leur applique le même décalage qui avait été établi sur le passage de la localisation précise à la localisation moins précise avec les 3 stations seulement, ce qui nous amènerait finalement le positionnement de la zone de localisation épicentrale à cette zone d'ellipse rouge qui est un peu plus proche des traces en surface et qui se situe donc sur la bordure ouest de la carrière de la Farge. Et même chose en profondeur,
Donc, si on considère les solutions pour le choc principal qui étaient compatibles avec la géométrie de la faille, qu'on leur applique le même décalage vu qu'on a déterminé sur la réplique, on amène la zone, donc l'ellipse rouge ici, de manière plus superficielle. Et si on considère uniquement les localisations qui seraient compatibles avec le pendage de la faille, on trouve finalement une zone relativement restreinte qui correspond à la zone assurée en verte, comme des solutions corrigées compatibles avec la faille pour l'hypocentre du choc principal. Vous voyez, il y a quand même un certain nombre d'hypothèses qui sont faites, c'est-à-dire qu'on considère qu'on applique, mais comme la procédure est exactement la même, on peut considérer que le décalage qui était observé sur la réplique devrait s'appliquer également sur le choc principal. Et donc on corrige ainsi l'hypocentre du choc principal. Alors, nouveaux éléments de conclusion à cette deuxième étape de l'analyse. Donc, on dispose d'une réplique très bien localisée à partir des stations post-sismiques, à partir de laquelle on a pu déterminer un biais qui a permis de corriger la position du choc principal. Alors, en faisant ça, on tient compte de la compatibilité des solutions hypocentrales avec la géométrie connue de la faille responsable du séisme. Si on ne le prenait pas en compte, on resterait avec une grosse incertitude sur la position à cause de ce trade-off entre longitude et profondeur. Et au final, une fois corrigé, on trouve un hypocentre qui est à une profondeur relativement très superficielle, entre 0 et 2 km de profondeur. Alors, reste à essayer de comprendre plus précisément à quoi est dû ce biais de localisation. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas encore été fait. Donc, il va falloir concevoir de nouveaux tests synthétiques pour aborder cette question. Je passe maintenant à la détermination du mécanisme au foyer, avec, donc, à l'occasion, aborder quelques points associés à la détermination du mécanisme au foyer par polarité et par inversion des formes d'onde. Toujours appliqué, on va voir l'application au séisme du TEL. Alors, je repars un petit peu au niveau des signaux sismologiques enregistrés aux stations, notamment aux stations large bande, donc, qui enregistrent donc le mouvement du sol en vitesse. Donc là, c'est l'exemple pour une station du réseau Alperet, située à 35 km du choc du foyer, et c'est la composante Z. Donc, celle, normalement, en principe, où on va lire la polarité de l'onde P. En première chose, on voit que dans certains cas, la polarité est très difficile à déterminer pour l'onde P, d'autant plus que si l'on zoome précisément sur le début de l'onde P, eh bien, on se rend compte qu'il y a un petit pulse négatif qui sort très très bien du bruit, qui correspond en fait à la polarité réelle correspondant à cette station. Donc en fait, cette station est en dilatation. Voici sa position par rapport au mécanisme au foyer du TEL. Donc là, le cadran n'est pas assuré, mais c'est une faille inverse. Alors, le fait que la polarité soit très faible, c'est parce que la station est proche d'un plan nodal. Donc, c'est juste au passage notamment pour éventuellement les étudiants qui vont travailler sur ces aspects, ne pas oublier d'aller zoomer vraiment très fort sur le démarrage des signaux pour bien identifier la polarité correspondante. Alors, quel est le traitement du signal qu'on va appliquer lorsqu'on va vouloir aller travailler en modélisation des formes d'ondes? Première chose qui est très généralement effectuée, c'est qu'on va intégrer le signal qui était en vitesse, on va l'intégrer une fois pour passer en déplacement. Alors, si jamais on utilise des accéléromètres, il va falloir intégrer 2 fois. Et là, donc, je vais mentionner uniquement une station large bande, donc qui était en vitesse, on passe en déplacement. On voit au passage que le signal se simplifie. Donc ça, c'est l'effet de l'intégration. Donc on obtient un signal d'une forme qui est moins riche déjà en haute fréquence, mais qui contient encore un certain nombre de complexités. Et on va s'affranchir de ces complexités en appliquant un filtrage passe-bande avec des fréquences qui peuvent varier d'une étude à l'autre, mais qui sont souvent dans cette gamme de fréquences-là, qui vont fortement lisser la forme d'onde, mais en conservant quand même une information suffisante pour qu'elle puisse être utilisée
pour déterminer les paramètres fondamentaux de la source, qui sont le mécanisme au foyer, la magnitude de moment et éventuellement réajuster la profondeur du foyer. Donc, ce qui va être fait en modélisation de forme d'onde, c'est d'utiliser l'ensemble du signal, mais qui a été simplifié par l'intégration des placements et par le filtrage. Et on va, donc, à partir d'un modèle de source assez simple, donc, constitué, enfin, correspondant à un mécanisme au foyer, une magnitude de moment, éventuellement une profondeur ajustée, euh, euh, essayer d'ajuster au mieux des formes d'ondes théoriques, ici représentées en rouge, ou calculées, aux formes d'ondes donc, qui ont été observées et qui ont subi ce traitement du signal. Alors, on peut voir qu'on utilise dans les deux types d'approches, polarité et inversion des formes d'ondes, une information, une partie du signal qui est complètement différente. Pour les mécanismes en polarité, on utilise une information très haute fréquence et qui est uniquement, enfin, qui est limitée vraiment au tout début du signal. Alors, il y a des méthodes un peu alternatives qui peuvent utiliser des rapports d'amplitude entre la première onde S et la première onde P, donc ça peut être des compléments. Mais donc, c'est une information très, très réduite, très, très focalisée du signal sismique. Par contre, dans les méthodes d'inversion de forme d'onde, on utilise le signal complet, mais qui est simplifié par le processus d'intégration et de filtrage. Et les deux méthodes, enfin, dans certaines conditions, en principe, fournissent des mécanismes assez similaires. Sachant, alors il y a quand même un point particulier dans le cas des ruptures assez importantes de grande longueur, puisque pour le mécanisme de polarité, on se focalise sur le tout début de l'onde P. Si pardon, pour un séisme d'une grande rupture où on pourrait avoir des variations de la géométrie de la faille et du sens du mouvement, eh bien, on pourrait avoir un mécanisme entre les deux approches, dans la mesure où le mécanisme polarité caractérise le mécanisme à l'initiation de la rupture, puisque c'est basé sur les premières arrivées, alors qu'un mécanisme forme d'onde peut être plus caractéristique d'un mécanisme moyen sur l'ensemble de la rupture, si celle-ci montre des variations. C'est parfois aussi ce qu'on appelle un mécanisme centroïde, qui n'est pas forcément localisé à l'épicentre. Donc voici le résultat de l'inversion du mécanisme au foyer, à partir des polarités pour le choc principal du tail. Alors, c'est un séisme où on peut disposer, grâce au réseau large bande, plus des stations temporaires qui avaient été installées déjà avant le choc principal, notamment les stations Alperé, une très bonne couverture pour déterminer le mécanisme au foyer par polarité. Au total, j'ai pu récupérer 114 polarités qui entourent très très bien la zone hypocentrale. Et représenter ici donc les différents trajets qui sont utilisés pour la première arrivée de l'onde P dans un modèle donc à gradient de vitesse. Les raies sismiques vont être courbes, et pour les stations les plus proches, donc, vont être des ondes directes qu'on appelle des PG, et pour les ondes un peu plus lointaines, donc au-delà d'une certaine distance limite, c'est l'onde réfractée sur le manteau qui va arriver en premier, donc les ondes, PN, qui vont toutes se localiser sur un cercle correspondant donc au cercle des PN, puisque toutes les raies sismiques au départ partent tous au même angle par rapport à la verticale, qui est contraint par le rapport des vitesses entre la base de la croûte et le manteau, ainsi que par la profondeur du foyer. Enfin, essentiellement, par le rapport des vitesses entre la base de la croûte et le manteau. Alors, quelques petites précisions sur les petites difficultés qu'on peut avoir pour déterminer la polarité de l'onde P par cette approche-là. En allant voir les stations les plus lointaines, donc la station BEGF, alors comme le séisme du TEL est quand même assez fort, magnitude 5, il y a quand même des beaux enregistrements à grande distance. Et si on les regarde sans trop zoomer, on peut voir qu'on peut être un peu gêné par le bruit de fond. Donc on voit l'arrivée de l'onde P lorsque le signal devient un peu plus haute fréquence. Si l'on zoome, on voit un petit pulse qui pourrait être considéré comme effectivement la première onde P qui arrive, qui serait une onde vers le haut, donc correspondant à une compression. Mais si on n'est pas très sûr, il peut être utile et c'est quelque chose qu'on fait assez généralement pour les stations, dès que le signal du premier pulse n'est pas très clair,
et pour compléter l'information et mieux contraindre le mécanisme au foyer, on va aller utiliser l'information sur les autres composantes, puisque la plupart des sismomètres maintenant sont des sismomètres 3 composantes qui enregistrent souvent le nord, l'est et la verticale, voir si les sens de premier mouvement sur les composantes horizontales sont compatibles, sont conformes avec ce qui était observé sur la composante verticale. Et cette conformité, elle est liée en fait à la direction du mouvement attendu à la station en fonction de la position relative de la station et de l'épicentre. Bon, là, on a l'épicentre, on a la station, représenté ici l'épicentre et la station. Et lorsque ici, donc, on a une compression sur la composante verticale, c'est-à-dire que le premier mouvement à la source se fait de la source vers la station, on va retrouver un premier mouvement à la station donc dans la direction vers le nord-ouest, ce qui est signifié par la flèche rouge, ce qui va produire un premier mouvement positif sur la composante nord et négatif sur la composante est. Donc on peut vérifier ici très clairement qu'on a des premiers pulses qui sont effectivement positifs sur le nord, négatifs sur l'est, ce qui nous permet de confirmer que l'ensemble des polarités étant conformes, on a bien identifié le premier mouvement ici de l'onde P par rapport à la zone de bruit qui est avant. Voilà. Donc, je passe maintenant à la version sur l'inversion des formes d'ondes, détermination des paramètres de la source par inversion des formes d'ondes, en particulier pour le séisme du TEL. Donc, comme je vous ai montré, donc on travaille sur la forme d'onde complète à chaque station. Donc, représenter ici une composante, mais on va travailler sur les 3 composantes nord, est et z, en essayant de reproduire au mieux la forme de l'onde filtrée et simplifiée de chaque station. Alors, ce filtrage passe-band qui a été appliqué ici, pour simplifier les formes d'ondes, il est nécessaire pour 2 raisons principales. Tout d'abord, pour éliminer les hautes fréquences qui peuvent être générées par des détails fins de processus de rupture et de la propagation, du milieu de propagation complexe, parce que l'on sait qu'on n'est pas capable d'avoir une information suffisamment précise sur le modèle de rupture et le milieu de propagation pour pouvoir les reproduire. Donc, on les filtre, on les élimine. L'autre raison, c'est qu'il y a toujours un bruit de fond, un bruit de fond basse fréquence qui, lorsqu'on va intégrer pour passer en déplacement, va produire du bruit basse fréquence qui peut être dans la même gamme d'amplitude ou la même gamme de fréquences que certaines fréquences générées par le séisme. Et donc, lorsque c'est contaminé par du bruit, il va falloir éliminer. Alors, pour déterminer, lorsqu'on s'intéresse aux paramètres d'un séisme tels que le mécanisme au foyer, la magnitude de moment et la profondeur de la source, eh bien, on peut travailler avec un modèle très simple qui est le modèle de source ponctuelle, qui est suffisant et bien adapté pour cela. Alors, les conditions, c'est-à-dire qu'au lieu de devoir prendre en compte vraiment toute la propagation de la rupture sur la faille avec sa dimension spatiale, avec la distribution du glissement sur la faille, on va pouvoir s'en affranchir dans 2 conditions, c'est-à-dire que si on observe la source à suffisamment grande distance, à une distance bien supérieure à la distance de la source, pardon, à la dimension de la source, c'est-à-dire à la longueur de rupture en particulier, et si on observe ou si on considère des fréquences telles que leur longueur d'onde, des ondes dont la longueur d'onde est beaucoup plus grande que la dimension de la rupture. Ce qui est figuré ici, c'est-à-dire si on s'intéresse à des ondes dont la longueur d'onde est beaucoup plus grande que la dimension de la rupture, elles ne vont pas être sensibles aux détails de ce qui se passe le long du processus de rupture. Du coup, on peut simplifier l'information en considérant que toutes les ondes sont émises par un point unique, donc une source ponctuelle. Et c'est ce qui est généralement fait pour toutes ces méthodes d'inversion des formes d'ondes, telles que si vous allez consulter les mécanismes qui sont générés par l'USGS, le Global CMT, par la méthode de Skardek par Geoscope ou autres. Ce sont des méthodes donc, qui fonctionnent en point source. C'est ce qui est fait ici également pour le séisme du TEL. Un des avantages de la méthode par inversion des formes d'ondes, comme on utilise une information assez complète du sismogramme, même s'il est un peu simplifié, on a besoin de moins de stations pour bien contraindre le mécanisme que par la méthode des polarités. Donc, vous avez ici la solution que j'avais affinée le lendemain du séisme, avec une douzaine de stations entourant le séisme, avec représenté ici la modélisation des formes d'ondes. Donc, en gris, ce sont les signaux, vous voyez, pour chaque station sur les 3 composantes nord, est, z,
qui ont été intégrés en déplacement et filtrés, et puis les signaux calculés, également en déplacement avec le même filtrage produit par un modèle de source ponctuelle correspondant à ce mécanisme au foyer, cette magnitude de moment, qui ici est estimée à 4,8, et pour une source qui a été déterminée à 1 km de profondeur. Alors, pour la profondeur de la source, on peut représenter, effectuer des inversions de la source à différentes profondeurs fixées et représenter donc l'erreur de modélisation des formes d'ondes, représentée ici également par une RMS, une erreur quadratique moyenne d'ajustement des formes d'ondes, en fonction de la profondeur du foyer fixé, pour voir si on a un minimum bien localisé ou si on a quelque chose qui est mal défini. Alors pour le séisme d'Itel, quelque chose qui est assez rarement observé, c'est une très bonne définition de la profondeur et également une profondeur extrêmement superficielle. Ici, à peu près, notamment pour la profondeur de 1 km, on a une solution qui est clairement la meilleure, avec une augmentation rapide de la dégradation de l'ajustement des formes d'ondes lorsque on s'approfondit. Alors, on peut rajouter par la suite, on peut rajouter des stations, notamment les stations qui ont été rendues disponibles un peu après, les stations d'EDF, les stations du réseau Alperet. Mais comme vous pouvez le voir là, ça ne change pas grand-chose. On a le mécanisme à 2 degrés près reste le même, la magnitude augmente d'un dixième, et la profondeur reste très bien contrainte à 1 km. Alors, pour finir sur cette partie du mécanisme au foyer du séisme d'Utel, je vous ai remis ici la carte des mécanismes qui ont été publiés sur le site du CSEN, donc produits par différents organismes. Alors certes, on voit que tous les mécanismes sont du même type et se ressemblent beaucoup, notamment au niveau des orientations des failles, mais on peut voir des variations relativement significatives du pendage du plan qui plonge vers le sud-est, donc celui qui doit correspondre à la faille de la Rouvière qui a été activée lors du séisme, donc le plan de rupture. Et quand on regarde un peu en détail, on a des variations d'une vingtaine de degrés entre la solution INGV, avec le pendage le plus faible, 37 degrés, et la solution USGS, qui a le pendage le plus fort, 57 degrés. Alors, on peut se poser la question si c'est lié au fait que ces différents organismes utilisent des stations différentes, des filtrages différents, des méthodologies différentes d'inversion des formes d'ondes, ou si intrinsèquement, il y a une indétermination du pendage de ce séisme dans le cas présent. Donc là, je vous mets une figure qui est issue d'un travail en cours en thèse, donc une collaboration avec le CEA-LDG et puis l'université, le laboratoire GeoAzur, où des inversions de formes d'ondes systématiques ont été effectuées, notamment sur le séisme d'Utel, pour explorer à pendage fixé comment varie justement l'ajustement des formes d'ondes. Alors ici, ce qui est représenté, ce n'est pas la RMS comme j'utilisais précédemment, mais c'est 1 moins la RMS au carré fois 100, donc c'est ce qu'on appelle la réduction de variance. En fait, ce que ça change, c'est que dans ce cas-là, les meilleures solutions doivent être le plus proche possible de 100%, au lieu d'avoir des valeurs minimales pour la RMS. Donc ça revient à peu près au même, et les meilleures solutions, ce qui apparaît, c'est que pour des pendages entre 20, 25 et 60, 70 degrés, eh bien, on voit qu'on a un plateau de solutions avec des ajustements de forme d'onde à peu près équivalents, ce qui signifie que le mécanisme est assez peu sensible. Enfin, on peut avoir des mécanismes de qualité équivalente qui modélisent aussi bien les sismogrammes sur toute une gamme effectivement, de pendages différents. Donc, ça me permet donc de souligner donc l'importance dans ces études donc de l'évaluation de l'incertitude sur les paramètres qui sont recherchés. Voilà, donc j'en finis là pour le séisme d'Utel. Donc, il y a d'autres études, bien sûr, qui sont en cours. Le mécanisme est relativement bien déterminé avec une certaine incertitude sur son pendage au niveau je pensais vous avoir fait une petite conclusion, mais je ne sais pas où elle est passée, je l'ai perdue. Alors, je vais vous la faire oralement. Je pensais avoir fait un petit transparent de conclusion sur le mécanisme au foyer. En fait, ce qui se passe, c'est que on peut se poser la question si cette incertitude sur le pendage, il y a enfin, on envisage deux possibilités qu'il faudra tester, notamment avec des tests synthétiques, probablement. Est-ce que le manque de sensibilité des formes d'ondes
au plan appandage sud-est est liée au fait que le séisme soit très superficiel. Autre possibilité, est-ce que cette variabilité dans le pendage du plan sud-est, dans les différentes solutions, est liée à une variation réelle du pendage de la faille, soit avec la profondeur, on peut imaginer un pendage district, soit latéralement, où on pourrait imaginer une certaine variation du pendage de la faille le long de son azimut, probablement plus plausible le long de son pendage, avec la profondeur. Donc ça, c'est une question qui n'est pas encore résolue à l'heure actuelle. Bien, je vais aborder le deuxième partie de mon exposé, qui va être assez courte, qui concerne donc les inversions rapides de la source en tant que quasi réel. Donc c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis pas mal d'années, en essayant d'automatiser des méthodes pour qu'elles fonctionnent de manière complètement en arrière-plan sur des serveurs, de pouvoir avoir des analyses rapides et des solutions rapides pour des séismes, que ce soit à l'échelle régionale ou à l'échelle globale. D'une part, soit avec une source ponctuelle pour ce qu'on a vu, donc déterminer le mécanisme au foyer, la magnitude de moment et redéfinir la profondeur, soit avec une source étendue afin d'avoir un accès rapide à la distribution de glissement cosismique et aussi également à l'effet de directivité dont on sait il est important à prendre en compte si on veut comprendre l'impact des tremblements de terre sur la distribution des dommages. Donc, brièvement, la manière dont classiquement, on représente une rupture de dimension finie, qui dans la réalité serait une rupture continue, donc qui peut avoir une certaine dimension et qui se propage sur un plan de faille en s'initiant à l'hypocentre. Ce que l'on fait classiquement, c'est qu'on discrétise la zone de rupture probable par une somme de points sources répartis sur le plan de faille, et en chaque point source, on va inverser le moment sismique qui est lié au glissement, de façon ainsi à retrouver quelle est la distribution de glissement nécessaire pour expliquer les sismogrammes, donc les formes d'ondes qui ont été observées en surface. Alors, il y a des méthodes où on peut combiner aussi avec des données géodésiques, GPS ou INSAR. Ce dont je vais vous parler est basé sur une inversion uniquement des formes d'ondes, de façon à avoir une première estimation du glissement la plus rapide possible, puisque le traitement rapide des données GPS ou des données INSAR n'est pas encore aussi efficient pour diverses raisons que celui des données sismologiques. Alors, juste un mot sur l'intérêt qu'il y a à déterminer rapidement, obtenir un modèle de source étendue. Donc, je pense à 3 points principaux. L'un d'eux, c'est de donner accès à la possibilité d'identifier le plan de rupture. Lorsqu'on a un mécanisme au foyer, on a 2 plans nodaux possibles. Et si, dans des conditions favorables, à partir du moment où on répartit la rupture spatialement sur un plan ou sur l'autre, ça va produire des sismogrammes différents qui peuvent permettre, en les comparant aux sismogrammes observés, de discriminer quel est le plan de rupture. Également, prendre en compte la distribution du glissement, donc ça permet une meilleure localisation des zones potentielles de dommages, puisque pour comprendre les dommages, il faut prendre en compte la distance d'un site qui a été affecté par la distance d'un site affecté à la zone de rupture. Évidemment, pour les grandes ruptures, cette distance va varier énormément suivant là où est positionné le glissement le long de la rupture. Un autre point pour lequel des modèles de distribution de glissement peuvent être importants à obtenir de manière rapide, c'est pour une simulation rapide, plus précise du tsunami associé. Il y a des simulations qui peuvent être faites avec des modèles à glissement constant, une fois qu'on a le mécanisme au foyer, mais ça a été montré, on obtient une précision plus grande en prenant en compte la distribution de glissement, puisqu'on va avoir des interactions plus précises entre les zones de glissement importantes et la bathymétrie fine, qui a aussi un fort impact sur la génération du tsunami. Et donc, c'est la combinaison des deux qui permet d'avoir le plus de précision sur les calculs de génération de tsunami. Alors, un schéma, je ne vais pas passer trop de temps, je vais aller vite, juste sur le schéma opérationnel d'une mise en œuvre automatique et systématique donc de la détermination des paramètres de la source telle que j'ai pu la mettre en œuvre. Donc, l'idée, c'est de partir donc, de données initiales qui vont être la localisation d'un séisme, une magnitude initiale.
d'aller interroger les centres de données pour récupérer donc, des signaux large bande ou de stroke motion d'accéléromètre des stations, notamment celles qui entourent la source. Il y a toute une partie très critique de traitement du signal, surtout pour des déterminations automatiques où il faut identifier les signaux problématiques, par exemple saturés ou ceux affectés par des tilts pour éliminer les stations correspondantes. Des phases de sélection des stations pour générer des distributions limitées pour ne pas trop rallonger les calculs et avoir une bonne distribution azimut-distance. Et à partir de ça, eh bien, on peut appliquer la méthode d'inversion telle que je vous l'ai présentée à relativement basse fréquence pour obtenir le mécanisme au foyer. Une fois qu'on a un mécanisme au foyer, eh bien, on peut appliquer un modèle de source étendu pour chacun des plans nodaux en réalisant l'inversion à un peu plus haute fréquence pour redevenir sensible aux détails de la propagation de la rupture, en effectuant différentes inversions pour chacun des plans nodaux pour tester la variabilité, la stabilité des solutions, et finalement voir si on arrive à identifier le plan de rupture entre les deux plans nodaux du mécanisme. Alors, je vais vous montrer juste un exemple. C'est un exemple qui m'a paru assez intéressant sur le séisme de Palu en Indonésie du 28 septembre 2018. En plus, c'est un séisme décrochant, comme vous pouvez le voir sur la compilation des mécanismes au foyer sur le site du CSEM, qui a produit néanmoins un tsunami dans la baie de Palu, sans doute en interaction entre la bathymétrie et le mouvement horizontal, qui a permis quand même une mobilisation de la tranche d'eau comprise dans la zone de la baie. Et un séisme donc, qui s'est produit sur une faille à peu près nord-sud, qui n'est pas exactement la limite de plaque qui est représentée ici sur le site du CSEM, mais une limite de plaque qu'on peut très bien suivre déjà sur l'interférogramme INSAR. Il y a des données de corrélation optique également qui sont très très bien définies. Alors là, c'est l'interférogramme INSAR qui a été déterminé 2 jours après le séisme, le 2 octobre, donc quelques jours après, qui montre très nettement que ça, c'est l'épicentre. Il n'y a pas grand-chose qui s'est passé au nord, mais que l'essentiel de la rupture s'est développé sur une faille qui se propage vers le sud. Alors, petite anecdote, j'avais récupéré le modèle de glissement qui avait été publié par l'USGS sur sa page web juste après le séisme, et il montrait, donc ça c'est un azimut qui pointe vers le nord, vers la droite, donc le nord est ici, le sud est là. Donc c'est un modèle qui montrait une zone de glissement essentiellement au nord de l'hypocentre, un peu en contradiction avec ce qu'on montrait par la suite l'INSAR et les données de corrélation optique. Alors, ils ont corrigé ensuite le modèle par la suite, et avec donc, la méthodologie que je vous ai présentée, et pu obtenir, la méthodologie à l'époque était en développement, donc avec un modèle qui a été produit le lendemain du séisme, qui a été publié sur Twitter. On a pu obtenir donc, un premier modèle, le premier modèle publié montrant une propagation vers le sud, ceci avant de disposer des images de corrélation optique et les images de l'INSAR. Voilà, avec donc la modélisation des formes d'ondes et en plus donc une identification parmi les deux plans du mécanisme, une identification assez claire du plan nord-sud comme étant le plan de rupture. Et dernier point, avant de terminer, donc je voulais vous mentionner donc je vous ai mentionné donc une des utilités d'avoir un modèle rapide de source étendue avec distribution du glissement, c'est de permettre une simulation plus précise de l'effet du tsunami. Et donc là, les données que j'avais pu mettre en ligne ont été utilisées pour une simulation du tsunami le lendemain du séisme. Donc, une illustration de ce à quoi peut servir de faire des déterminations rapides. Alors pour plus d'informations sur ces aspects de détermination rapide des temps réels avec la méthode d'inversion des formes d'onde pour le mécanisme au foyer ou pour l'inversion du glissement, donc je vous donne quelques liens ici vers les sites sur lesquels les mécanismes sont publiés, donc sur un site de l'Observatoire de la Côte d'Azur, mais également au niveau du CSEM. Et pour l'approche rapide pour les glissements, l'inversion du glissement rapide, ce sont des travaux qui ne sont pas encore publiés, mais vous trouverez un certain nombre de solutions pour des séismes récents, donc que j'ai publié sur mon
sur mon site Twitter. Voilà, je vous remercie pour votre attention.